Aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qui a été menée par le CNPF en 2021 et en 2022 sur le suivi des dépérissements en forêt privée du Grand Est et l'analyse de la reconstitution. Alors, le suivi des dépérissements a répondu à une problématique principale qu'on a en forêt privée, c'était le manque de données chiffrées sur les dépérissements. Donc, pour cela, j'ai été missionnée donc, en 2021 pour recenser toutes les déclarations de coupe qui dérogent au plan simple de gestion sur toute la région Grand Est de janvier 2017 à décembre 2022. Donc le plan simple de gestion, c'est un document obligatoire pour les forêts de plus de 20 hectares à l'heure actuelle, mais en 2021 c'était 25 hectares, qui comporte un programme des coupes et des travaux. Et lorsqu'il y a des phénomènes exceptionnels, les propriétaires peuvent faire des déclarations de coupe, des demandes de coupe, et c'est ce qui s'est passé notamment avec la crise sanitaire. Donc j'ai recensé toutes ces déclarations de coupe et il faut savoir donc que ça ne comprend pas les coupes qui sont prévues au plan simple de gestion, ni celles qui ont été réalisées dans des propriétés sans document de gestion durable ou avec des documents de gestion durable facultatifs comme les RTG et les CVPS. Est-ce que vous voyez toujours? Ouais. Okay. Oui, c'est bon. C'était parti. Donc, je me suis concentrée sur les déclarations de coupe d'origine sanitaire et les peuplements pauvres. Et ce sont des formulaires qui donnent des informations donc, sur la date de la coupe, la localisation, l'essence qui est coupée, la reconstitution plus ou moins, et des données de surface et de volume. Donc, concernant les données de surface et de volume, il faut faire attention avec cette valeur, ça reste du déclaratif par les gestionnaires ou par les propriétaires. Donc, c'est des ordres de grandeur. Et d'ailleurs, avec la cartographie de ces déclarations de coupe, et notamment des coupes rases, on a pu estimer qu'il y avait une surestimation de la part des propriétaires et des gestionnaires par rapport à ce qui était réellement coupé. Donc, la base de données géolocalisée comprend 1259 déclarations de coupe, dont 917 coupes rases, et je fais un focus sur les coupes rases puisque c'est sur celles-ci qu'on peut estimer des surfaces et des volumes. Donc, au total, on a donc depuis 2017 9000 hectares de coupes rases qui ont été recensés pour un volume de 1 571 000 mètres cubes. Donc, avec cette base de données, on peut faire un certain nombre d'analyses descriptives et je vais vous présenter deux exemples ici. Donc, tout d'abord, vous avez un graphique du nombre de déclarations de coupe par an et par objet de coupe. Par objet de coupe, on entend l'origine pour laquelle le propriétaire gestionnaire a fait une déclaration de coupe, donc comme le scolite, les autres dépérissements quand il n'y avait pas de précision, la calarose, le peuplement pauvre ou un peu de puceron lanigère. Donc, on avait pris 2017 comme année de référence, donc avant la crise de scolite qui a démarré en 2018. Désolée. Donc, on a pris 2017 comme année de référence et ce qu'on peut voir donc, c'est une forte augmentation à partir de 2018 du nombre de déclarations de coupe qui ont été reçues au CNPF. Donc, avec une augmentation de 600% jusqu'en 2021 où on atteint notamment 343 déclarations de coupe reçues et absorbées par notre organisme. On peut voir que le scolite est la raison principale et écrasante du nombre de déclarations de coupe qu'on a reçues. Ensuite, les autres dépérissements et la calarose aussi qui commence qui prend de plus en plus d'ampleur dans la crise sanitaire. On a vu également qu'en 2022, il y avait une chute de 64% du nombre de déclarations de coupe. Et le suivi a vocation à être perpétué, notamment dans les années à venir. Second graphique sur la droite, ici c'est une analyse spatiale donc du nombre de déclarations de coupe et on peut voir que ce sont les départements de la Haute-Marne, des Ardennes et de la Moselle qui ont reçu le plus de déclarations de coupe donc sur la période de 2017 à 2022.
Donc voilà, on peut faire ce type d'analyse temporelle et spatiale, et avec la cartographie, on peut croiser aussi avec d'autres types de données. Donc la suite logique de ce suivi des dépérissements, c'était le suivi de la reconstitution. Et l'objectif, là, c'était d'obtenir une vision sur les peuplements de demain, aussi les montants engagés par les propriétaires, et assurer aussi un suivi administratif, notamment dans le cadre du plan de relance. Donc j'ai été missionnée pour réaliser une base de données, cette fois-ci sur les dossiers d'aide financière à la replantation, donc toujours concentrée sur la reconstitution post-dépérissement et peuplement pauvre. Et pour cela, j'ai récolté les données de 6 dispositifs d'aide financière différents. Donc on a le fonds FA3R, la Fondation Flores, le label bas carbone, Plantons pour l'avenir, le plan de relance, RegioRoute 2 et Reforestation. Et ici, sur la droite, vous pouvez voir deux graphiques, c'est les mêmes types de graphiques qu'on a vus juste avant pour les dépérissements, mais on voit ici que la pluralité des dispositifs de financement et des sources de données, donc ça permet d'avoir un certain nombre de données à exploiter, mais ça entraîne également des différences dans l'interprétation et une vigilance à avoir dans les interprétations qu'on peut effectuer. Puisque tout simplement certains dispositifs comme le plan de relance qui est arrivé en 2021 et qui participe à 65% de la base de données n'existait pas avant, donc on n'a pas la même progression. C'est pareil pour RegioRoute 2 qui s'est déroulé sur 2019-2020. Donc voilà, c'est pas les mêmes interprétations. Et pareil pour l'analyse départementale, on n'a pas réussi à avoir accès aux données plan de relance dans le Bas-Rhin et en Meurthe-et-Moselle, donc ça fait des données en moins. Ou alors le fonds FA3R qui se concentre sur le massif vosgien, on n'a pas de données en Champagne-Ardenne par exemple. Donc tous ces formulaires de dispositifs d'aide et ces bases de données que j'ai pu recueillir donnent des informations sur la date de la coupe, la date du reboisement, la localisation, l'origine de la coupe, les essences coupées et replantées, les dispositifs de plantation, les surfaces, les protections contre le gibier et les coûts. Et donc, on se concentre encore une fois sur les forêts privées, mais cette fois-ci, les forêts à document de gestion durable, donc plus uniquement les forêts à plan simple de gestion, sur toute la région Grand Est et de janvier 2017 à décembre 2022 également. Donc, au total, on a une base de données qui comporte 831 dossiers, qui couvre 5350 hectares, dont 3540 ont été considérés comme déjà reboisés ou ont apporté une preuve de travaux. Concernant les coûts, ils ont été calculés sur barème, donc ça doit être probablement sous-estimé, mais on a quand même recensé un total de plus de 28 millions d'euros qui ont été déboursés par les aides, et notamment 21 millions d'euros qui concerne l'aide qui a été apportée, 7 millions d'euros d'autofinancement par les propriétaires, dont 4 800 000 euros qui concernent les protections contre le gibier. Donc avec cette multitude de données, on peut faire plusieurs types d'analyses descriptives, et aujourd'hui je vais vous présenter quelques exemples sans aller trop dans le détail parce qu'on peut faire vraiment une multitude d'analyses. Donc, sur la gauche, vous avez un graphique de la surface de reboisement prévue par objet d'aide. Donc, objet d'aide, on entend l'origine pour laquelle on fait un reboisement. Et on voit sans surprise que c'est le scolite qui concerne la majorité des dossiers. Donc, 66% des dossiers concernent le scolite. Ensuite, c'est peuplement pauvre et calarose, mais vraiment dans une moindre mesure. Concernant les essences de reboisement, ici on a un graphique sur la droite de la surface de reboisement prévue par essence, et on voit donc qu'il y a 5 essences principales, le chêne Cécile, le Douglas, le peuplier, le mélèze et le pin laricio, qui à elles seules représentent 61% de la surface totale du reboisement prévu, dont 37% qui concernent uniquement le chêne Cécile et le Douglas. Donc ces informations-là sont assez importantes, notamment dans un contexte où il y a une certaine pression qui existe déjà sur la production de plants en pépinière. Donc on peut déjà prédire qu'il y aura encore une pression sur ces essences.
Un petit focus sur les dispositifs de plantation. Donc, on voit que l'énorme majorité des projets sont reboisés en plein. Donc ici, on a 92% de la surface qui est prévue en plantation en plein. Et les autres types d'itinéraires sylvicoles un peu innovants sont très très peu représentés. Sur la droite, vous avez un graphique de la surface de reboisement prévue par type de protection. Et on voit aussi que les propriétaires, enfin à 75%, les projets citent l'emploi d'au moins un type de protection. Donc avec le répulsif, on a eu des informations sur le répulsif, les protections individuelles et les clôtures. Mais à savoir que ça, ce sont des données issues principalement du plan de relance et de quelques fonds de reboisement parce que tout simplement, il y a certains fonds de reboisement qui ne financent pas les protections contre le gibier, donc ils ne gardent pas cette information. Donc ça, c'est une information qu'on a eu plus ou moins en fait dans la base de données. Donc on a également digitalisé les projets de reconstitution à l'échelle de la parcelle du projet de reconstitution avec pour objectif de faire plusieurs croisements SCG. Je vais vous présenter quelques résultats. Donc on a pu croiser ces données avec les zones à enjeux sylvocynégétiques et on s'est aperçu que 20% des dossiers se situaient dans des zones à enjeux sylvocynégétiques et l'objectif donc c'était de faciliter l'identification des projets qui méritent une attention particulière, notamment due à la pression contre le gibier, à la pression du gibier, pardon. Et aussi peut-être de les croiser avec les plans de chasse pour voir, voilà, tout simplement pour faire une analyse et se concentrer sur certains dossiers qui pourraient poser problème. Donc en zone à enjeu sylvocynégétique, on a retrouvé 173 dossiers qui couvrent 880 hectares. Et concernant les protections, c'est réparti assez équitablement en termes de surface entre le répulsif, les protections individuelles et la clôture. On a également croisé les projets de reconstitution avec les déclarations de coupe. Et donc là, l'objectif, c'était de suivre tout simplement le devenir des déclarations de coupe que l'on recevait au CNPF et pourquoi pas d'identifier des projets remarquables sur lesquels on pourrait emmener des propriétaires faire des tournées de terrain avec une coupe et son projet de reboisement et également aussi de faire un suivi administratif. Donc la principale conclusion qu'on a tirée de ce croisement, c'était que certains dossiers de subvention concerne plusieurs déclarations de coupe, puisqu'on a trouvé un croisement de 254 dossiers de subvention avec 376 déclarations de coupe. Donc en conclusion, le suivi des dépérissements a montré une baisse des déclarations de coupe en 2022 et comme je vous l'ai dit, on a pour objectif de reprendre le suivi cette année puisqu'on s'est rendu compte qu'il était utile dans plusieurs domaines. Le suivi de la reconstitution, lui, a montré une redondance dans les itinéraires sylvicoles mis en place, notamment dans l'utilisation surreprésentée de la plantation essentiellement en Douglas en chêne Cécile. Donc les itinéraires innovants sont peu représentés et ce type de plantation avec peu d'essence, avec des essences surreprésentées plutôt, peut accroître la pression qui existait déjà sur la production de plants et aussi sur la main-d'œuvre. Donc les montants engagés sont importants, même si, je rappelle, ils ont été calculés sur barème, donc probablement sous-estimés. Et ça nous a aussi permis de mettre le doigt sur l'enjeu majeur pour les propriétaires forestiers, qui était la reconstitution des propriétaires forestiers qui ont déjà été impactés par la crise sanitaire. Donc tout d'abord parce que ils font des demandes d'aide. Ils s'engagent financièrement à hauteur notamment de 7 millions d'euros. Et ils s'engagent également dans les protections contre le gibier. Donc la pression contre le gibier, c'est vraiment un sujet préoccupant. Les perspectives de cette analyse, ce serait de réaliser un suivi de la reconstitution effective, donc notamment avec l'obligation de résultat et voir si il y a eu des modifications en termes d'essence,
les taux de réussite, est-ce qu'on a réussi à fournir les plans, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce que comment la pression du gibier a été gérée et ce genre de choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Fiona et merci aussi aux autres intervenants. Et je vous invite à rallumer leur caméra. Et pour conclure, j'aimerais remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Ce qu'on a pu retenir de ces webinaires, c'est que l'ensemble des initiatives présentées aujourd'hui mettent en avant des efforts pour la gestion durable et des résiliences des forêts dans la région Grand Est. Et l'analyse spatiale, la transparence des données, la coopération entre les acteurs sont des éléments clés pour répondre aux défis actuels et futurs. Et il est important de continuer ces efforts de suivi et de collaboration pour assurer la pérennité et la résilience de nos forêts. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci à tous et on se voit bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.